cette fin du XXe siècle, nous vivons une aventure extraordinaire, dont tout le monde n'est peut-être pas conscient d'ailleurs. C'est l'exploration des planètes, l'exploration de notre système solaire par l'intermédiaire de robots que l'homme a envoyés hors de la Terre et qui découvrent notre environnement. C'est le moment, je crois, où l'homme sort de son berceau et découvre le monde qui l'entoure. Cette aventure, je crois qu'on peut la comparer à l'exploration de ces bateaux qui partaient il y a 5 siècles, de Christophe Colomb, de Magellan, qui découvraient l'Amérique. Vous savez que cette exploration n'était pas sans conséquence. Notre vie de tous les jours, elle en a encore marqué de cette exploration. Eh bien, il se passe le même phénomène. Dans 500 ans, dans 1000 ans, les hommes diront quelle chance ils avaient de vivre en cette fin du XXe siècle, au moment où on découvrait, on explorait les planètes. Et le système solaire, qui pour nous, jusqu'à présent, n'était que quelques points de lumière dont on essayait de comprendre le mouvement autour du Soleil, eh bien, tous ces mondes sont devenus des mondes à part entière. Ce sont des mondes qui sont plus chauds que la Terre, qui sont plus froids, qui sont plus denses, qui sont moins denses. Et en les explorant, en les connaissant, ça nous permet de mieux connaître la Terre. Mieux connaître la Terre, c'est important pour nous. Et puis, qu'est-ce que c'est cette exploration? C'est la passion de la découverte. C'est aussi la réponse à quelques-unes de nos questions les plus fondamentales. Comment ça s'est formé tout ça? Comment la vie est-elle apparue sur Terre? En un mot, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quel est notre futur? Eh bien, cette exploration, nous sommes au cœur, nous venons de vivre l'âge d'or de cette exploration au cours des 20 années qui nous précèdent. Alors, le système solaire, nous allons vous le présenter en quelques images. La grande leçon que l'on doit retenir, c'est la diversité. On l'imaginait assez ennuyeux finalement au début. On voit que ces satellites, ces planètes, ces anneaux, aucun ne ressemble à son voisin. Ils sont très variés. La nature a une imagination extraordinaire. Et finalement, avant de vous montrer ces images, regardez le progrès fait par les hommes depuis quelques années. Entre le moment où l'homme était le jouet de la nature, qui ne savait pas très bien la dominer, qui était le jouet des éléments, où il plaçait dans le ciel ses fantasmes, ses dieux, que sais-je, maintenant, eh bien, il explore ces objets, il les comprend. C'est, je dirais, le triomphe de la pensée rationnelle sur l'irrationalisme. C'est le triomphe de l'intelligence, finalement, sur la stupidité. Alors, le système solaire, qu'est-ce que c'est? Nous connaissons pour l'instant 9 planètes autour du Soleil. Quand vous regardez une représentation sur cette photographie de leur taille relative, vous distinguez immédiatement qu'il y a 4 planètes géantes, grosses planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. La plus grande d'entre elles, Jupiter, a environ 70 000 km de rayon, à comparer aux 6 000 km de rayon de la Terre. Et puis 4 planètes plus petites, que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes tournent toutes autour du Soleil, source de vie. Nous allons en reparler dans quelques minutes. Mais on peut se demander immédiatement pourquoi il y a des petites planètes et des grandes. C'est assez naturel. Près du Soleil, il fait chaud. Eh bien, comme il fait chaud, si nous mettions une planète géante comme Jupiter près du Soleil, cette planète contient pour l'essentiel de l'hydrogène et de l'hélium. Ce sont des éléments légers qui composent à 99% Jupiter. Eh bien, l'hydrogène et l'hélium, éléments légers, seraient agités, il ferait chaud par la température, et du coup s'évaderaient. Donc il ne resterait plus qu'un débris, qui sont les éléments les plus lourds. Ce débris ne représente qu'environ 1% de la masse. On aurait quelque chose comme la Terre, Mercure, Mars, etc. Donc on comprend bien que là où on est près du Soleil qui fait chaud, on n'a que quelques éléments lourds présents, donc on a quelque chose qui est plus petit. On a un caillou, en quelque sorte, à la surface duquel on peut marcher. Ces planètes internes, Mercure, Vénus, la Terre, on peut marcher à leur surface, alors que les planètes externes, ce sont des boules de gaz. Si on peut pas marcher sur elles, si on s'enfonçait dans elles, la pression, la température augmente, mais à aucun moment il n'y a une croûte. Dans le système solaire, il n'y a pas que des planètes. Il y a des comètes, il y a des astéroïdes, il y a des poussières, il y a des particules d'haute énergie, il y a ce que les physiciens appellent un plasma, un milieu d'ions et d'électrons, de particules électrisées. Eh bien, toutes ces particules interagissent entre elles, et ça en fait un objet un laboratoire, en quelque sorte, extrêmement passionnant à étudier, que nous commençons donc actuellement à étudier. Pour la première fois, en 1986 et en 1990, nous avons observé le noyau d'une comète et un astéroïde qui est Gaspra. Jusqu'à présent, les comètes, formées de petits éléments volatiles, quand elles s'approchent du Soleil, eh bien, des gaz forment cette gigantesque queue qui les rend si spectaculaires. Une sonde européenne, la sonde Giotto, lancée par une fusée européenne, Ariane, a approché le noyau de la comète de Halley et a découvert ce corps qui fait une quinzaine de kilomètres de dimension, qui est très noir, et à la surface duquel il y a des cratères, des falaises et différentes structures. Une sonde américaine, qui est Galileo, en route vers Jupiter, a survolé Gaspra, petit astéroïde qui est un parmi les centaines de milliers d'astéroïdes qui tournent autour du Soleil. Que sont ces comètes et ces astéroïdes? Eh bien, nous pensons qu'elles ressemblent aux briques qui ont formé les planètes. En quelques mots, pour former les planètes, eh bien, à un moment donné, le Soleil était entouré de poussières qui se sont agglomérées en corps qui faisaient 500 mètres à 1 km de dimension. Ce qu'on appelle des planétoïdes. Ces planétoïdes se sont cognés mutuellement pour former les planètes. Eh bien, de ce jeu de collision, de cassure, de fragmentation, de choc, il en est resté quelques corps. Près du Soleil, là où il fait chaud, il est resté quelques corps réfractaires, ce sont les astéroïdes. Loin du Soleil, là où il fait froid, il est resté quelques corps plus volatiles, ce sont les comètes.
Eh bien, ces petits corps nous racontent un petit peu l'histoire de notre passé. Voyons maintenant le mouvement des planètes autour du Soleil. Nous voyons sur ce film, eh bien, les planètes tourner autour du Soleil. Nous voyons bien que les fameuses lois de la gravitation, les lois de Kepler, sont vérifiées, à savoir que Mercure tourne très vite autour du Soleil, tourne plus vite que Vénus, la planète Vénus tourne elle-même plus vite que la Terre. Eh bien, les planètes internes, c'est Mercure. Monde sans atmosphère, cribé de cratères, très près du Soleil. Ensuite, c'est Vénus. Monde qui a une atmosphère extrêmement dense, 100 fois plus dense que celle de la Terre, et qui, d'un certain point de vue, est une sœur de la Terre, même dimension, même masse, environ 6000 km de rayon, qui en fait est très différente. Nous allons le voir dans quelques instants. C'est la Terre, que nous connaissons bien. C'est Mars, objet de la prochaine exploration spatiale, objet qui sera, comment dirais-je, probablement, dont le sol sera foulé par un cosmonaute au début du XXIe siècle. Toutes ces planètes tournent autour du Soleil, qui est le centre du système solaire, qui est la source de vie et d'énergie pour nous les hommes. Eh bien, voyons quelques images de la haute atmosphère de ce Soleil, de la couronne solaire qui n'apparaît qu'au moment des éclipses, au moment où la Lune s'interpose entre la Terre et le Soleil. Alors, la première leçon qu'on peut retenir, c'est que le Soleil est un monde extrêmement actif. On y observe des protubérances, des taches, des spicules, des filaments, des structures qui varient en l'espace de quelques heures, de quelques journées. Quand on prend des photographies à travers des filtres pour bien isoler les phénomènes, on voit donc cette activité extraordinaire qui se développe à l'extérieur, à la surface du Soleil. Ce Soleil, c'est une boule de gaz qui a une dimension d'environ 700 000 km, un rayon d'environ 700 000 km. Autrement dit, sa taille est considérable par rapport aux planètes. Songez que le Soleil a une masse qui est 1 million de fois plus grande que la masse de la Terre. Il faudrait 1 million de Terres pour faire le Soleil. La température du Soleil au centre est de 10 à 15 millions de degrés, là où les réactions thermonucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium se déroulent. L'énergie est transférée du centre vers l'extérieur, et ce que nous voyons du Soleil, eh bien, la partie visible, sa température est d'environ 5700 degrés. Eh bien, l'activité du Soleil, elle connaît un cycle d'environ 11 ans. C'est-à-dire que tous les 11 ans, le Soleil est très actif, puis cela diminue un peu, le nombre de tâches diminue, cela repart à nouveau, c'est très actif tous les 11 ans, et dans cette activité, on voit que le champ magnétique joue un rôle essentiel. Nous avons des jets de matière, des mouvements ascendants qui se déplacent à une vitesse de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, et cette activité est le point de départ d'un phénomène qui nous concerne, au premier point, qui est le vent solaire. Le vent solaire, c'est un écoulement permanent de matière, de particules d'haute énergie, d'électrons, de protons, qui sont déjectés du Soleil et qui parcourent le système solaire à des vitesses supersoniques. Songez que la Terre, par exemple, est heurtée par le vent solaire à une vitesse d'environ 400 km par seconde. Autrement dit, nous avons là des phénomènes extraordinaires, passionnants, qui se déroulent à l'interaction, à la limite entre ces planètes et les particules qui sont éjectées du Soleil. Les protubérances que nous voyons apparaître sur ces images, songez que ce sont des phénomènes qui ont plusieurs fois, sinon plusieurs dizaines de fois, la dimension de la Terre. Le Soleil est la seule étoile que les astronomes peuvent étudier en détail. Mais le Soleil est intéressant pour une autre raison. Il est observé tous les jours par les astronomes qui utilisent tous les instruments dont ils disposent, et ils établissent ainsi une espèce de météorologie solaire qui nous permet de connaître quelques jours à l'avance son activité. Et étant donné que le Soleil nous bombarde sans arrêt de particules, c'est important pour nous de savoir le temps qu'il fera demain sur le Soleil. Revenons maintenant aux planètes et faisons un petit voyage sur Vénus. Vénus est considérée comme une planète sœur de la Terre. En effet, sa masse, sa taille, sa densité sont très proches de celles de la Terre. Mais les conditions à sa surface, elles, sont très différentes. En effet, il y fait très chaud, l'atmosphère est parfaitement irrespirable et la pression est insupportable. Alors, nous allons vous proposer un merveilleux voyage à la surface de Vénus. On va imaginer qu'on monte à bord d'un avion, qu'on met le nez à un hublot et qu'on voit les paysages de Vénus, qu'on y voit ses montagnes, ses vallées et ce qui s'y passe à la surface. Alors vous devez vous demander, mais comment diable ces images ont-elles été prises? Puisque chacun sait que Vénus est très pudique. Vénus est recouverte de nuages opaques qui masquent sa surface. Mais les astronomes, eux, sont très curieux. Comment ont-ils fait?
Eh bien, plusieurs sondes ont été lancées de la Terre par l'ex-Union soviétique, par les États-Unis. En particulier, la dernière sonde, Magellan, a obtenu des résultats remarquables. Cette sonde a tourné autour de la planète Vénus. Elle était munie d'un radar. Alors on a mesuré à chaque instant le temps d'aller-retour du signal radar. Eh bien, ce temps d'aller-retour de ce signal qui se réfléchit sur la surface nous donne l'altitude, nous donne la topographie, nous donne le relief de Vénus. Nous avons donc une carte de Vénus avec une précision de l'ordre de quelques centaines, de quelques dizaines de mètres. Ensuite, à l'aide de l'immense mémoire d'un ordinateur, on a mis dans cet ordinateur toutes les données et en faisant une série de projections géométriques, on a reconstitué, image par image, ce que l'on verrait d'un avion dont on a choisi la trajectoire. Donc ça veut dire que ce que vous voyez est parfaitement réel, et pourtant aucun homme n'a jamais mis le pied sur Vénus, aucun avion n'a survolé Vénus. Alors comme vous le voyez, on observe sur Vénus des montagnes, des cratères, comme nous le voyons sur cette image, où d'énormes météorites ont frappé le sol de Vénus et ont laissé ces cratères d'impact. Et on observe en général sur Vénus toute une activité géologique que l'on peut comparer à celle de la Terre. La température est d'environ 450 degrés Celsius. La pression au sol est d'environ 90 atmosphères. Il n'y a évidemment pas d'eau liquide, il y fait beaucoup trop chaud. L'atmosphère est composée pour l'essentiel de gaz carbonique. Et ce gaz carbonique est d'ailleurs responsable d'un phénomène analogue à l'effet de serre qui est responsable de la haute température à la surface de Vénus. On observe aussi dans l'atmosphère des particules d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique en suspension. Il y a quelque chose de frappant. C'est que si, d'un seul coup, brutalement, la vie disparaissait sur Terre, par vie, nous entendons les hommes, les animaux, les plantes, eh bien, le taux de gaz carbonique augmenterait et la composition de l'atmosphère terrestre se rapprocherait celle de Vénus. Si au contraire, on implantait sur Vénus de la vie, son atmosphère changerait. Eh bien, vous voyez que la planète Vénus nous fait prendre conscience du fait que la vie, l'homme et l'atmosphère sont des choses intimement liées. L'atmosphère n'est pas un milieu gratuit que l'on peut malmener sans précaution. Et l'autre chose dont on prend conscience actuellement, en comparant donc la Terre aux autres planètes, c'est que l'atmosphère, ça évolue. L'atmosphère de Vénus a évolué au cours du temps pour atteindre l'état que nous connaissons actuellement. On peut se demander pourquoi une planète comme Vénus, a priori aussi semblable à la Terre, a développé une atmosphère aussi différente. Mais rêvons devant ces images. Quand on vient du Soleil, après Mercure et Vénus, on rencontre la Terre, notre planète bleue. En voici quelques images prises par la sonde Galileo en route vers la planète Jupiter. On y distingue nettement l'Antarctique, l'Australie, l'Amérique du Sud, le Pacifique Sud et quelques formations nuageuses intéressantes. Nous voyons ici une reconstitution du globe de la Lune. Ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est la dissymétrie entre la face visible et la face cachée de la Lune. Du côté visible de la Terre, l'on voit des laves, les fameuses mers lunaires, et du côté de la face cachée, on y voit une foule de cratères. En effet, comme Mercure, la Lune ne possède ni atmosphère, ni activité géologique. Elle est criblée de cratères qui sont des cicatrices du bombardement par une foule de petits corps qui parcourent le système solaire. Depuis le débarquement de l'homme sur la Lune, ce corps est très étudié. On voit par exemple ici une carte géologique. L'exploration du système solaire, ces merveilleuses images qui nous sont renvoyées de l'espace, elle est faite pour l'instant, pour l'essentiel, par des sondes automatiques, par des robots, qui remplacent l'homme dans des conditions un petit peu difficiles. Mais cette aventure des robots, elle n'est que le prélude à une aventure encore plus extraordinaire qui consiste à placer des hommes dans des vaisseaux spatiaux pour aller se poser à la surface d'autres planètes, d'autres satellites, pour les observer et qui sait plus tard les exploiter et même les coloniser. Eh bien cette grande aventure de l'homme dans l'espace, elle vient de commencer en cette fin du XXe siècle. Souvenez-vous, le premier homme autour de la Terre, la première femme autour de la Terre, le premier pas sur la Lune. Toute cette grande aventure, nous allons la revoir en quelques minutes.
Le 12 avril 1961, Gagarine accomplit un tour de terre. Ses premiers mots, en retombant au sol, sont « J'appartiens à cette planète ». Le 5 mai 1961, Alan Shepard est le premier Américain à s'élever au-dessus de l'atmosphère. 3 mois plus tard, John Glenn fait 3 tours de terre et le président John Kennedy promet la Lune aux Américains. Valentina Tereshkova, la première femme de l'espace, supporte très mal le vol. Dans la journée du 16 juin 1963, elle accomplit 48 révolutions. À son atterrissage, une paysanne la ramasse dans un champ et lui offre du pain noir et des oignons. Le 18 mars 1965, Leonov fait une première sortie dans l'espace. Il a bien failli y rester. On a marché sur la Lune le 20 juillet 1969. Armstrong pose le pied gauche sur le sol lunaire et déclare « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May's the month. May, that's right. May is the year of the month. Can you see the Soyuz? He's hidden behind the docking module. Aha. Here he comes, just above the docking module. It's done. The heavens have become a part of man's world. Signe de détente, le 15 juillet 1975, Américains et Soviétiques se serrent la main dans l'espace. « 20 ans après Gagarine, le 12 avril 1981, premier vol de la navette. Columbia monte à 275 km d'altitude. Désormais, 7 hommes pourront régulièrement se rendre dans l'espace. Le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien réalise son premier vol au pays des Soviets. Premier Français dans l'espace, il y reste 8 jours pour réaliser des expériences de biologie, métallurgie et haute technologie. Le 17 juin 1985, Patrick Baudry est le premier Français dans la navette. Il partage la vedette avec El Saud, premier astronaute arabe. Pour fêter ça, ils emmènent la première bouteille de Bordeaux dans l'espace. Roger, we agree with that. Touchdown. Welcome home, skipper. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. L'explosion de la navette, ce fut un moment dramatique. 7 personnes sont mortes au moment même où la sonde Voyager s'approchait d'Uranus et faisait de nouvelles découvertes. Ça fait penser aux milliers de marins qui sont morts pour explorer la Terre, pour mieux connaître la Terre. Eh bien, cette exploration qui est difficile, c'est difficile de s'arracher à la Terre, ce n'est pas sans danger. Elle continue. La prochaine étape, c'est l'homme sur Mars. Un équipage, des hommes, des femmes, seront envoyés au début du XXIe siècle pour se poser sur le sol de Mars et l'explorer, peut-être en 2020, peut-être en 2030. La planète rouge, Mars, est plus petite que la Terre. C'est un corps intermédiaire entre Mercure et la Lune d'une part et Vénus et la Terre d'autre part. Son atmosphère est 100 fois moins dense que celle de la Terre et donc 10 000 fois moins dense que celle de Vénus. Et sa composition est semblable à celle de Vénus, c'est-à-dire que pour l'essentiel elle est faite de gaz carbonique. Bien qu'il fasse très froid sur Mars, un cosmonaute, habillé d'un scaphandre évidemment, pourra y mettre le pied. Sur cette animation, vous avez une idée de la taille relative de Mars et de la Terre. Mars possède d'énormes volcans. Le plus grand d'entre eux, Olympus Mons, a 25 km de hauteur et 600 km de circonférence à sa base. Mars possède aussi un immense canyon, Valle Marineris.
Il a environ 5000 km de long, 150 km de large et 7 km de profondeur. Mars est entouré de 2 petits satellites qui tournent tous les deux autour de Mars. Ils ont environ 15 km de dimension. Sur cette image, vous voyez l'un d'entre eux, Phobos. L'autre est appelé Deimos. Ces corps sont très irréguliers, ils sont criblés de cratères. Vous voyez sur cette animation les énormes volcans de Mars et ce canyon spectaculaire qu'est Valles Marineris. 2 sondes Viking se sont posées à la surface de cette planète dans les années 1970. Et pendant 7 ans, nous ont continuellement renvoyé des images et des informations sur les conditions qui règnent à la surface de cette planète. Comme nous l'avons fait sur Vénus, offrons-nous maintenant un voyage en avion au-dessus de Mars, en commençant par l'immense et le spectaculaire canyon Valles Marineris. Cette fois-ci, la technique est un petit peu différente. Ce n'est plus le radar qui est utilisé, mais c'est à partir d'images prises par les sondes Viking et qui ensuite ont été stockées dans un ordinateur, puis reprojetées, que l'on a reconstitué ce que nous allons voir, c'est-à-dire ce que nous verrions du hublot d'un avion qui survolerait Mars. Une grande leçon de l'exploration martienne est l'absence de vie. Cette planète est fort intéressante, mais il n'y a pas de martiens à la surface, comme certains l'avaient imaginé à une certaine époque. La planète Mars nous pose un problème important. C'est la présence à sa surface de lits de rivières desséchés. Or, actuellement, les conditions de température et de pression sont telles que l'eau liquide ne peut pas exister. On y observe de la vapeur d'eau, on y observe de la glace d'eau, mais pas d'eau liquide. Ceci prouve que les conditions sur Mars ont changé de manière importante dans le passé. Là aussi, Mars nous apporte une grande leçon. Une atmosphère, c'est un milieu qui évolue. Laissons-nous aller au plaisir de ces images. La grande aventure des années 1980 a été l'exploration des planètes géantes par la mission Voyager. Conçue en 1966, construite en 1972, lancée en 1977, cette sonde a visité successivement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elle a parcouru 1 million de kilomètres par jour. En 1989, elle était à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre. J'ai eu le bonheur d'être associé à cette expérience et je peux vous dire que c'est un moment extraordinaire que d'être un petit peu comme à l'avant de la caravelle de Christophe Colomb, associé à cette expérience. Ce qui n'était qu'un point de lumière vu de la Terre devient un monde à part entière. Quel moment! Sur cette animation, nous allons voir les trajectoires des sondes Voyager au cours de leur voyage aux confins du système solaire. Regardez bien ces trajectoires. À chaque survol d'une planète, la distance de passage a été calculée de manière à renvoyer la sonde, grâce à l'impulsion qu'elle a reçue lorsqu'elle a survolé une planète, et bien de manière à la renvoyer vers la planète suivante. En quelque sorte, on joue au ping-pong entre les planètes. La sonde Voyager 1, après avoir survolé Jupiter et Saturne, a terminé l'essentiel de sa mission. Par contre, la sonde Voyager 2 a été renvoyée vers Uranus après avoir survolé Saturne et puis ensuite d'Uranus vers Neptune. Ces 2 sondes quittent actuellement le système solaire et elles continueront à émettre des signaux, à être audibles jusqu'en 2015 environ. Cette simulation
vous montre la trajectoire de la sonde Voyager au moment du survol de Neptune en août 1989. Vous voyez, la sonde passe à 27 km/s, elle frôle le pôle nord de Neptune, elle opère des milliers d'opérations, elle va maintenant traverser le plan des anneaux de Neptune et plonger vers le satellite Triton pour l'observer. Et le survol de Triton, ce fut le clou du spectacle. Nous sommes là, à plus de 4 heures-lumière de la Terre. Il est évidemment hors de question de piloter en direct cette sonde. Elle a été programmée à l'avance pour réaliser des dizaines de milliers d'opérations et observer avec succès la planète Neptune. Lancées en 1977, les sondes Voyager ont multiplié les découvertes et les succès. En 1979, c'est Jupiter, sa tache rouge, ses anneaux et la découverte de volcans actifs sur le satellite Io. En 1980 et 1981, c'était Saturne, ses anneaux et les dizaines de milliers de structures découvertes en leur sein. Vraiment un monde très étonnant. Et c'était le satellite de Saturne, Titan, et son atmosphère d'azote, comme sur Terre. En 1986, c'était Uranus. Ses anneaux là aussi, son atmosphère étonnante et surtout son satellite Miranda. Petit corps bien spectaculaire. Et enfin, en 1989, c'était Neptune. Ses vents violents, ses anneaux, ses arcs de matière et le satellite Triton. Corps très froid, couvert de volcans et même de geysers actifs. Nous voyons ici la surface de Triton. L'exploration continue. Les sondes cherchent maintenant la limite entre le milieu interstellaire et le milieu interplanétaire, véritable limite du système solaire. Sur chaque sonde a été placée une plaque donnant quelques informations sur notre planète Terre et sur notre espèce. Un petit peu comme une bouteille jetée à la mer. Seront-elles découvertes un jour, ces sondes? Et dans quelques milliards d'années, est-ce qu'un archéologue essaiera de comprendre qui nous étions et où nous étions? Voici la première image prise en 1977 par la sonde Voyager, le couple Terre-Lune. Et voici la dernière image prise par la sonde Voyager en 1989, Neptune et son satellite Triton. Entre les deux, quelle aventure! Attardons-nous quelques instants sur les principaux résultats de cette mission Voyager. Il y a autour des planètes géantes des atmosphères. Il y a dans l'environnement de ces planètes géantes un champ magnétique, un champ électrique, un petit peu comme autour de la Terre. Il y a des satellites autour de ces planètes. Il y a des anneaux. Commençons par les atmosphères. Ce film a été réalisé à partir d'images de Jupiter qui ont été mises bout à bout. Vous voyez là en accéléré le mouvement de la haute atmosphère de Jupiter. La planète Jupiter tourne sur elle-même en une dizaine d'heures. Et cette rotation n'est pas uniforme. Les nuages qui sont situés à l'équateur tournent beaucoup plus vite que les nuages qui sont situés dans des zones de latitude plus élevée. Vous voyez là au premier plan la tache rouge de Jupiter. C'est un immense cyclone qui est 2 fois plus gros que la Terre. La couleur rouge est probablement due à la présence de phosphine. Vous voyez là des détails de l'atmosphère de Jupiter et vous voyez les mouvements relatifs des nuages de cette haute atmosphère. C'est en réalisant de tels films que les scientifiques peuvent essayer de comprendre la nature des mouvements qui règnent dans la haute atmosphère de Jupiter et de comparer ces mouvements à ceux qui existent sur d'autres planètes, l'atmosphère de la Terre, celle d'Uranus, de Saturne et aussi de Neptune. La tache rouge tourne sur elle-même en 6 jours. Vous voyez là en accéléré le mouvement de la haute atmosphère de Jupiter. Regardez, on a l'impression d'un fluide visqueux qui s'écoule autour d'un obstacle. Il y a d'autres taches, d'autres cyclones, d'autres turbulences, d'autres structures dans la haute atmosphère de Jupiter. Ce qui est étonnant dans la tache rouge de Jupiter, c'est sa permanence. Elle a été observée par Galilée il y a plus de 350 ans, elle est toujours là.
quelle est la cause de sa stabilité? Les scientifiques ne savent pas. Vous voyez là les mouvements autour de la tache rouge de Jupiter représentés à 4 mois d'intervalle. Au moment où la sonde Voyager 1 a survolé Jupiter en mars 1979 et au moment où la sonde Voyager 2 est passée en juillet 1979. Vous pouvez voir les similarités et les différences. Passons maintenant à une autre planète, Neptune. Sur cette animation, vous notez 3 taches qui ont été observées continuellement pendant les 6 mois de l'approche de la sonde. La planète Neptune est située à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, mais ce monde froid est en fait très actif. Vous voyez là une tache sombre près de l'équateur, une tache plus blanche et une autre tache sombre. Et comme dans le cas de Jupiter, la haute atmosphère de Neptune ne tourne pas de manière uniforme. Mais cette fois-ci, c'est le contraire qui se passe. Les nuages situés à l'équateur tournent plus lentement. Vous voyez ici le mouvement de la grande tache sombre de Neptune. Cela ressemble à une paramécie ou à une limace. Vous voyez que c'est très différent de ce que nous avons vu autour de la tache rouge de Jupiter. Des vents très violents soufflent sur Neptune. Certains soufflent à plus de 300 mètres à la seconde. On voit apparaître épisodiquement une petite tache blanche. Les scientifiques l'ont surnommée le scooter. En effet, elle va plus vite que tout le monde et elle change de fil sans arrêt. Vous voyez maintenant une illustration des mesures effectuées par la sonde. En photographiant le croissant de Neptune, alors que la sonde s'éloigne de la planète, en ayant le Soleil dans les yeux, on peut observer dans de bonnes conditions la lumière diffusée par de petits nuages et suivre ainsi leur mouvement. Nous voyons la haute atmosphère de Saturne, elle aussi parcourue de bandes parallèles, et la haute atmosphère d'Uranus. La photo de gauche vous montre une photo en fausse couleur, de façon à voir les détails. Le pôle sud pointe sur la tache la plus rouge. Nous savons tous qu'autour de la Terre, il y a un environnement électromagnétique assez complexe. Tout le monde a entendu parler des ceintures de radiation, des aurores boréales. Et bien de la même manière, les autres planètes du système solaire ont aussi un environnement électromagnétique qui est très intéressant à étudier. Au centre de ces planètes, il y a un matériau très dense qui conduit le courant, qui est un corps conducteur. Eh bien, tout le monde sait que quand un conducteur tourne, les planètes tournent sur elles-mêmes, eh bien, on produit un champ magnétique autour de la planète. Et ce champ magnétique, ces lignes de champ magnétique qui dirigent des particules autour, eh bien, est perturbé par le vent solaire qui vient de l'extérieur. Voyons cela sur une petite simulation. Cette simulation vous montre l'axe de rotation de Jupiter et l'axe magnétique qui est incliné, un petit peu comme dans le cas de la Terre. Alors un tore de matière se développe au niveau de l'orbite de Io, probablement alimenté par tout ce que rejettent les volcans de Io, et tout ce matériau est satellisé autour de Jupiter. À l'équateur de Jupiter, un disque de particules électrisées se développe et tourne autour de la planète. Vous voyez maintenant les lignes de force du champ magnétique qui sont représentées en bleu sur ce graphique. Vous voyez comme c'est complexe et combien le mouvement d'une particule est extrêmement complexe dans l'environnement de Jupiter. Mais Jupiter n'est pas isolé dans l'espace. La planète est soumise à l'action du vent solaire. Si Jupiter était complètement isolé dans l'espace, la ligne de force du champ magnétique serait parfaitement symétrique. Mais il y a le vent solaire. Nous voyons ici l'arrivée de ce vent solaire et l'onde de choc qu'il provoque dans l'environnement de Jupiter. La situation est encore plus complexe dans le cas d'Uranus et de Neptune. L'axe du champ magnétique est cette fois-ci incliné de plus de 50 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Nous sommes loin d'avoir compris toutes les informations qui nous ont été envoyées par les sondes Voyager, mais l'étude comparative de l'environnement des planètes devrait nous permettre de mieux connaître les alentours de la Terre.
sont entourés d'un cortège de satellites. Il y a une vingtaine d'années, nous connaissions moins de 30 satellites. Actuellement, nous en connaissons plus de 60. Et chose extraordinaire, c'est l'immense diversité de phénomènes que l'on observe à la surface. Aucun ne ressemble à son voisin. Essayons de voir quelques exemples. Ganymède, satellite de Jupiter, est un corps très intéressant du point de vue géologique. Offrons-nous une petite promenade en avion pour voir sa surface. Nous voyons aussi bien des cratères d'impact, résultat du bombardement par des petits corps, que des formations géologiques, fractures, failles, montagnes, vallées, etc. Europe, satellite de Jupiter, est une parfaite boule de billard. C'est un corps glacé qui ne présente ni montagne, ni vallée, ni plateau. Il est parfaitement lisse. Le survol de Io a été un des grands moments de la mission Voyager. Nous voyons sur cette reconstitution du globe de Io à quoi ressemble ce satellite étonnant. Ce qui est en rouge, c'est du soufre. Ce qui est en blanc, c'est de la glace. Ce qui est en noir, c'est le cratère d'un volcan. En effet, au moment du survol, 8 volcans étaient en activité. Nous voyons là, mises bout à bout, les images d'une éruption volcanique sur Io. C'est un phénomène d'une ampleur inconnue sur Terre. Le petit satellite Io, qui a à peu près la taille de la Lune, eh bien, est soumis aux immenses forces de marée de la planète Jupiter et en même temps perturbé par les satellites Europe et Ganymède. Eh bien, le jeu de ces effets gravitationnels conduit à une espèce de pulsation du satellite, d'où un frottement, d'où de l'énergie qui doit être expulsée, d'où les volcans. Offrons-nous là aussi un voyage en avion au-dessus de Io. Grâce à un instrument infrarouge, on mesure la vitesse à laquelle le satellite Tétis se refroidit quand il disparaît dans l'ombre de Saturne. C'est un excellent moyen de connaître la nature de son sol. Hyperion, petit satellite de Saturne, de forme irrégulière, est un corps étonnant. Il est animé d'un mouvement chaotique de rotation sur lui-même. Sur Hyperion, le soleil ne se lève jamais au même endroit et les jours qui se succèdent n'ont jamais la même longueur. Ça doit pas être très facile de prendre rendez-vous là-bas. Encelade est aussi un petit satellite de Saturne. On peut voir à sa surface des coulées et des fractures, mais la source d'énergie qui est responsable de cette activité géologique est pour l'instant inconnue. Titan est probablement le satellite de Saturne le plus intéressant. Comme Vénus, il est couvert de nuages et on ne connaît pas sa surface pour l'instant. C'est une des priorités de la recherche spatiale de la prochaine décennie. Son atmosphère d'azote fait penser à une Terre mise au congélateur. Miranda a stupéfié tous les observateurs lors du survol d'Uranus. Ce petit corps a développé à sa surface une variété de phénomènes géologiques encore inexpliqués. Dans cette séquence, nous allons faire un survol en avion de ce satellite. Vous voyez ici la trajectoire de cet avion fictif. Ce film a été fabriqué à partir de 9 images. En mesurant la longueur des ombres portées et en connaissant la position du Soleil et du satellite au moment de la prise de vue, eh bien on peut complètement reconstituer le relief de Miranda. On y observe des dénivellations qui dépassent 20 km. Laissons-nous aller au plaisir de ces images. Mais attention, ce voyage a une fin tragique. L'avion fictif va s'écraser sur la plus haute montagne. Le survol de Triton, satellite de Neptune, a été le clou du spectacle
le 26 août 1989. C'est le corps le plus lointain jamais survolé par un engin de fabrication humaine. C'est aussi le plus froid. Il y règne à sa surface une température de moins 240 degrés Celsius. Ce satellite a à peu près la même taille que la Lune, mais il est loin d'être mort. C'est un corps très actif. On y observe la trace d'une activité géologique qui a eu lieu dans un passé récent. On y observe aussi des volcans et même des geysers en activité. Nous voyons ici l'hémisphère sud de Triton. À partir de seulement 3 images, on a reconstitué l'éjection de matière au sein d'immenses geysers. Une colonne de matière de plus de 8 km de haut s'échappe de la surface de Triton, avant de se répandre en un nuage qui projette son ombre sur le sol. Ça, c'est vraiment une surprise étonnante. Nous avons mis plus de 4 mois pour comprendre ces images. Venons-en maintenant aux anneaux des planètes. Tout le monde connaît les anneaux de Saturne. Eh bien, nous savons maintenant que toutes les planètes géantes sont entourées d'un système d'anneaux. Et ces anneaux, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune, sont très différents les uns des autres. Alors, ces anneaux sont mal compris, en fait. Beaucoup de phénomènes physiques ont lieu en leur sein qui sont l'objet d'une étude intensive de la part des astronomes. Mais la chose peut-être la plus importante, c'est que comprendre ces anneaux, comprendre comment ils fonctionnent, c'est d'une certaine manière mieux comprendre comment les planètes, comment la Terre, comment ces objets se sont formés. Pourquoi ? Eh bien parce que les planètes géantes sont entourées de milliards de petites particules qui tournent autour et qui se cognent mutuellement. De la même manière que le Soleil, il y a de cela près de 5 milliards d'années, était entouré de milliards et de milliards de particules qui tournaient autour et qui se cognaient. Autour du Soleil, ces particules, par le jeu de leur collision mutuelle, se sont agglomérées et ont formé les planètes que nous connaissons maintenant. Autour des planètes géantes, les particules ne peuvent pas s'agglomérer, elles sont trop près. Et les effets de marée auraient tendance à casser tout satellite qui aurait la velléité de se former. Donc nous gardons là la trace de ce qui s'est passé dans un passé lointain qui continue à se dérouler autour de Saturne, autour des planètes géantes. Donc comprendre les mécanismes qui font marcher ces particules en quelque sorte, c'est comprendre ce qui s'est passé un petit peu avant la formation de la Terre, c'est finalement mieux comprendre nos origines. Alors ce sujet des anneaux, ce problème des anneaux, je vous avoue qu'il me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le bonheur, en 1984, avec 2 collègues, William Hubbard et Bruno Siccardi, de découvrir des anneaux autour de la planète Neptune. Et ce que nous avions vu difficilement en 1984 de la Terre a été confirmé et photographié par la sonde Voyager au mois d'août 1989. Vous voyez là 3 arcs de matière que nous avions soupçonnés en 1984, que nous avons appelés maintenant, le nom est accepté par l'Union astronomique internationale, que nous avons appelé liberté, égalité, fraternité. Les anneaux de Jupiter, eux, sont extrêmement ténus. Ceux d'Uranus sont de minces annelés, il y a une dizaine d'annelés qui tournent autour de la planète. Ils sont, vous voyez, très différents de ceux de Neptune et de ceux de Jupiter. Quant aux anneaux de Saturne, alors c'est un festival de structures. On voit là des dizaines de milliers de structures qui tournent autour de Saturne. Il faut le comprendre. Eh bien, la mission Voyager nous a permis d'en savoir beaucoup plus. Cette simulation vous montre la trajectoire de la sonde Voyager 1 au voisinage de Saturne en 1980. Les instruments scientifiques, visibles en haut à gauche, effectuent plusieurs milliers d'opérations par heure. Tout ceci a été évidemment programmé longtemps à l'avance et a demandé des milliers d'heures de travail à des centaines d'ingénieurs et de scientifiques. L'antenne de couleur blanche est dirigée vers la Terre, elle reçoit des ordres de la Terre et elle communique en permanence les informations qu'elle recueille lors du survol de la planète. Nous voyons là la trajectoire de la sonde Voyager 2 qui a survolé Saturne en 1981. Tous les instruments à bord de la sonde, infrarouge, ultraviolet, équipements radio, champs électriques, mesures des plasmas, sont au travail. Voici un exemple d'expérience. En observant une étoile à travers les anneaux, eh bien, on peut reconstituer la structure de ces anneaux avec une précision
de quelques dizaines de mètres, alors que de la Terre, on ne les connaissait pas mieux qu'à 4000 km près. Vous voyez l'étoile qui apparaît, disparaît derrière les anneaux. Un photomètre enregistre toutes les observations. Nous arrivons à un moment crucial. La sonde va bientôt traverser le plan des anneaux. Je vous avoue que nous avions quelques craintes. Eh bien, tout s'est passé sans dommage. Aucune poussière, aucune particule n'est venue heurter cette sonde et la mission a pu continuer. Nous voyons ici la sonde en train d'effectuer des mesures alors que le contact avec la Terre a été coupé. Elle observe le côté nuit de Saturne, chose évidemment impossible de la Terre. Nous voyons maintenant des images prises par les sondes et mises bout à bout pour réaliser les séquences qui suivent. Nous pouvons voir tourner les anneaux comme si nous y étions. Des orages magnétiques éclatent au sein de ces anneaux. De petites particules sont soulevées en quelques minutes au-dessus et en dessous du plan des anneaux sur plus de 70 000 km de longueur. Ces structures sont détruites en une vingtaine d'heures, le temps de faire 2 fois le tour de la planète. Ces structures, de couleur sombre dans ce film, sont sans cesse détruites, recréées et détruites à nouveau. Nous voyons dans cette courte simulation une image en fausse couleur des anneaux, composée d'une myriade de cailloux de toute taille, condamnés à s'entrechoquer sans cesse. Il nous reste maintenant une planète au programme, c'est Pluton. Eh bien, l'exploration de Pluton, elle aura lieu probablement au milieu du XXIe siècle. Sur cette photographie prise de la Terre et tirée à l'extrême, on aperçoit même le grain de la plaque, on voit une excroissance. C'est la découverte du satellite de Pluton, Charon. Nous pensons pour l'instant que Pluton et Charon ressemblent peut-être au satellite Triton de Neptune. Mais nous verrons dans une 50aine d'années. La sonde Voyager, elle continue sa route. Elle quitte le système solaire et elle jette un coup d'œil en arrière sur ces planètes qui entourent le Soleil. Déjà, alors que la sonde a à peine quitté le système solaire, ces planètes ne sont plus que des petits points perdus dans la lumière diffusée du Soleil. Le champ de vue des caméras est représenté par de petits carrés blancs. En mettant bout à bout ces images, on reconstitue l'environnement de l'étoile Soleil. À cette distance, les planètes ne sont plus que des points de lumière. Mais, comme une rétrospective, revoyons ce qu'il y a derrière ces points.
Songez que nous sommes la première génération qui a le bonheur de voir les planètes, les satellites, le système solaire, comme nous venons de le voir. Je suis persuadé que beaucoup de nos ancêtres auraient rêvé de faire ce voyage merveilleux. Mais l'aventure n'est pas terminée. Nous pouvons envisager d'autres méthodes de propulsion. Par exemple, la voile solaire. Par exemple, la propulsion ionique. Mais la grande question qui reste posée, le grand problème, c'est y a-t-il d'autres systèmes solaires autour des autres étoiles? Nous ne le savons pas encore. Nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Nous avons tout de même quelques soupçons. Nous ne savons pas, mais il y a des milliers, de milliards d'étoiles actuellement dans l'univers. Ce serait bien le diable si quelques-unes d'entre elles n'avaient pas développé des planètes autour d'elles, lesquelles nous ne savons pas encore. Par exemple, regardez, l'étoile Beta Pictoris, c'est-à-dire l'étoile bêta de la constellation du Peintre, visible de l'hémisphère sud. Eh bien, on vient de découvrir récemment qu'elle était entourée d'un disque de matière. Et on a quelques témoignages, quelques preuves indirectes de la présence de planètes autour de cette étoile. Eh bien, cela montre bien qu'il doit y avoir quelque chose. C'est pourtant une étoile très proche. Eh bien, la recherche continue. Eh bien, de la même manière que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb a été suivie de 5 siècles d'exploration de la Terre, de découverte, d'une aventure finalement extraordinaire, je suis persuadé que l'exploration du système solaire en cette fin du XXe siècle va être suivie d'un millénaire d'aventures, de choses extraordinaires. Finalement, la science, c'est passionnant et quel plaisir.